Bon, pour l'instant, c'est une petite purge d'être fan de MMA. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Brian, la semaine passée, tu me parlais en off d'une réflexion d'un de tes élèves. Autant en 2025, il était à fond dedans, autant là, il regarde de loin. Est-ce que tu penses que pour alimenter l'intérêt en MMA, il faut constamment avoir des événements de valeur ou des annonces de valeur ou ce genre de choses? Bah, non, non, pas forcément. Je pense que tu peux suivre le MMA. On a eu des beaux combats ce week-end, tu vois. Ouais. Mais clairement, enfin voilà, faut vraiment être fan, tu vois. Je pense qu'après, c'est comme partie visible de l'iceberg. T'as une grosse partie, invisible de gens qui suivent le MMA, l'UFC, mais quand il y a les grands combats, quand il y a les superstars, quand il y a des combats qui intéressent tout le monde, clairement. Ouais, c'est l'impression que j'en ai. En tout cas, le grand public va suivre sur base de la qualité des événements et l'intérêt qu'on peut y porter. Et ceux qui sont absolument fans de MMA vont tout regarder, un peu comme nous, Hmm. mais pas avec le même intérêt, pas avec la même hype, et ça me semble logique. Ah bah après c'est clair que entre ce week-end où personne n'en parle et puis ne serait-ce que le combat qu'on a eu entre Paddy Pimblett et Justin Gaethje où je pense qu'à chaque entraînement il y a eu une discussion là-dessus. Forcément, hein, il y a pas que le combat et que l'annonce du combat, il y a aussi l'environnement qui fait qu'on est hypé, qu'on partage quelque chose, clairement. Ah bah écoute, je pense que ça va bien lancer notre discussion improvisée du jour, et on fait ça juste après le générique. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido Su Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Alors, avant de se lancer et de continuer ce débat, deux communications très rapides. Premièrement, cet épisode est sponsorisé par unibet.fr. On les remercie de nous motiver à trouver des sujets intéressants même dans les périodes creuses. Et on rappelle les règles, hein, si on joue, c'est avec prudence. Deuxièmement, Londres, 899 €, 0 jour de congé, c'est possible. Qu'est-ce que ça inclut tout ça? On part le samedi matin, on revient le dimanche soir, l'Eurostar est compris, le transport jusqu'à l'hôtel est compris, les places UFC sont comprises et un resto avec le groupe et moi-même, c'est compris, c'est plutôt un bon deal. Et pour 300 € supplémentaires, eh ben, il y a le départ le jeudi pour profiter de la ville. Donc là, effectivement, il faut prendre des jours de congé, mais en plus de profiter de Londres, il y a la conférence de presse, la pesée et voilà, passer plus de temps avec la communauté Fight Minds et moi-même. Toutes les infos sont sur fightmindsexperiences.com. Le lien est en description. Ok, Brian, je pense qu'on peut continuer un tout petit peu sur cette discussion parce qu'on a eu un commentaire suite à notre preview du PFL la semaine passée. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui était surpris que notre niveau de hype n'était pas si élevé que ça. Et il trouvait ça, entre guillemets, décevant que des amateurs de MMA comme nous ne soient pas plus motivés pour la belle carte que le PFL avait mis en place. Et je sais pas, je trouve que c'est un débat un peu intéressant parce que ma première question, c'est, selon toi, est-ce que avoir un roster avec de bons athlètes doit suffire à motiver les fans? Je pense que tu as déjà un tout petit peu touché au point clé, c'est que l'environnement a beaucoup plus d'importance. Ouais, ah bah je pense hein, clairement, je pense que l'environnement est super important. Enfin, je sais pas, pour ceux qui vont voir des événements de MMA, tu peux avoir des très très bons combats. Si l'événement est mal organisé, s'il y a du retard, si t'es mal assis et tout, s'il fait chaud, j'en sais rien, bah, c'est pas très agréable, tu vois. Tu vas dans un événement un peu plus petit avec des combats peut-être un petit peu moins importants, mais où tout est bien cadré, contenu, tu vois, c'est efficace, ça se déroule bien, bah, ça contribue grandement à ton expérience. Donc non, moi je pense que c'est lié. Tu peux pas juste te concentrer sur la qualité des combats. Il y a tout l'environnement, il y a ce qui est dit avant, les enjeux. Si tu te projettes aussi sur le combattant, je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui se projettent sur les combattants. Moi clairement j'ai du mal à me projeter sur les poids lourds. Je vais plus regarder Et sur les femmes? aussi, je vais plus ouais clairement les catégories qui m'intéressent le plus, c'est les catégories bantam, feather, un peu moins flyweight, tu vois. Hmm. Et, C'est marrant parce que moi, c'est les petites catégories aussi qui m'attirent le plus en tant que fan. ouais, mais t'as le droit de te Pourtant, projeter sur ces catégories-là. Ce que t'aurais pu être si t'étais petit et maigre. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, il y a pas que ça, hein, bien évidemment, mais c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que sur le PFL, bah, enfin voilà, moi, je pense que pour être hypé, t'as aussi toutes les projections, et c'est pour ça qu'on se retrouve les mardis, les jeudis, pour se projeter sur des combats, pour se dire, ah, il pourrait se passer ça, pour entre guillemets,
Ouais, prévoir un petit peu le futur, essayer de réfléchir à ce qui pourrait se produire, et puis après apprécier le combat d'une autre manière, tu vois. Ouais, je te rejoins. Pour moi, c'est pas la responsabilité du fan, ni même des médias, de hyper ou de se hyper pour un événement. Les gens parlent d'organisation de MMA, mais le premier mot, normalement, c'est promotion de MMA. Et comme l'indique son nom, Ouais, une promotion doit en faire, doit promouvoir son propre événement. C'est leur rôle. On a déjà eu ce débat, je pense, peut-être en off, mais les athlètes peuvent être perçus comme des copromoteurs, mais pour moi, c'est uniquement à des fins personnelles. Si tu es un athlète et que tu fais la promotion de, de là où tu combats, c'est aussi parce que tu veux donner un indicateur à la promotion que tu as un profil intéressant, parce que tu vas ramener du public, tu vas ramener des médias, tu vas ramener des regards sur l'événement, mais il n'y a aucune obligation à ce que l'athlète fasse un effort autre que celui qui est obligatoire par le contrat qu'il a signé. ouais, clairement, clairement. Normalement, un combattant, il est là pour combattre et ça rentre dans son contrat, quoi. C'est tout. Et après, c'est à la promotion de faire monter, ouais, monter le combat. Alors clairement, on a remarqué hein, que les combattants, bah, je pense que peut-être celui qui est en train d'inverser un peu la balance, c'est pour moi Arman. Ouais. C'est quelqu'un qui ne vendait pas, je pense pas qu'il vendait, et qui n'était pas non plus plus hypant que ça à la base, euh, Mhm. quand on regarde sur les dernières années. Mais là, il est au charbon, hein. Il fait des combats, donc il fait du grappling, il fait de la lutte. Il est dans les médias, il parle beaucoup. Il a bon, son Instagram qui est en train d'exploser aussi. Alors moi, je ne suis pas trop, mais apparemment, Parce qu'il enfin, mange du voilà. caviar et des gros croissants. Il a lancé une sorte de trend comme ça de surbouffe, de luxe et tout le bazar, tu vois. Il est en train de vraiment vivre son personnage. Il est énormément avec Nina, c'est comme ça qu'elle Ouais, s'appelle. Nina Drama, ouais. Nina Drama, c'est des petites vidéos, des petites scènes. En tout cas, il est présent. On le voit, on le voit, on le voit, et on en entend de plus en plus parler. Non pas parce qu'on est hypé sur un. Enfin, si, d'office, on était peut-être hypé sur le combat contre Topuria, mais on l'était moins que Topuria contre un Islam Makhachev. Ouais. Là, aujourd'hui, quand on parle du prochain combat contre Topuria, j'ai l'impression personnellement qu'on parle plus de Topuria contre Arman que ça pouvait l'être avant sur Islam, hein. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? il a clairement pris de l'intérêt par des petits efforts personnels. Et encore une fois, c'est propre à l'athlète de le faire ou non. Mais on en a beaucoup parlé à l'époque de McGregor. Ça ouvre des portes de faire cet effort. Et Ah ouais, surtout, enfin, plus le temps avance, plus il y a une importance sur la notoriété. Parce que, et c'est là où je vais en venir par rapport à peut-être à la responsabilité du média. On va être 100% honnête, on est dans le business de l'attention. Ça, c'est tout ce qui est média, ça sous-entend réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, la concurrence est sur le temps et le temps d'attention ouais. de l'utilisateur. Donc, clairement, les médias, par défaut, vont se diriger vers là où il y a un intérêt qui est déjà créé. Il y a très peu de médias qui vont dans des super niches. Je pense notamment sur Twitter, MMA Prospect, c'est un compte que j'adore suivre. French MMA, c'est aussi un compte que j'adore suivre parce que eux, ils se sont positionnés vraiment sur les trucs qui sont pas spécialement hypants, mais ils vont créer de l'intérêt en faisant les recherches pour toi. Et ça, j'aime beaucoup. Mais la plupart des médias vont toujours mettre une priorité sur l'UFC par rapport à d'autres promotions parce que l'UFC, Hmm. en amont, a fait un plus gros travail de préchauffer le public pour créer cet intérêt et ça permet aux médias de surfer sur la vague. Mais donc, c'est d'abord la promotion qui doit faire ce travail pour créer cet effet boule de neige, on va dire. Ouais, la promotion. Après, la réalité, c'est que tu vois bien que sur les combattants dont on parle, c'est souvent les combattants qui doivent faire l'effort de vendre, hein. Ouais. Euh, c'est une réalité. On peut pas passer au travers ça c'est clair, hein. Ouais, Mais mais la la promotion, elle promotion doit. va aider, Ah ouais, ouais. va contribuer salement à ça. Et donc voilà, moi je pense que au niveau de la hype, il y a aussi deux éléments qui me paraissent assez, enfin un élément qui me paraît très important par rapport au PFL, c'est le diffuseur. Moi je suis désolé, mais on en a déjà parlé. J'ai énormément perdu d'intérêt pour Ares parce que c'est Canal+, et en tant que Belge, il faut absolument se casser la tête et je sais même pas si c'est légal de regarder Canal+ via la Belgique. Donc il n'y a pas de moyen de regarder facilement. Bah, je perds mon intérêt. Et pour le PFL, la semaine passée, on savait pas. Pendant l'épisode, j'étais là, je pense que c'est sur DAZN, mais en fait sur la programmation DAZN, c'était pas noté. Et c'est la veille de l'événement que RMC a fait l'annonce qu'ils avaient pris les droits. Donc là-dessus aussi, c'est Hmm. difficile de se hyper pour un événement où tu es là, je sais même pas si je vais être capable de légalement le regarder.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense quand même qu'il faut, enfin voilà, pour le PFL, je crois que le fait que ce soit financé par, c'est les Émirats, Ouais, voilà, par les Émirats fait qu'au final, ils se disent, bon, bah c'est bon, de toute façon, c'est financé, il n'y a pas besoin d'en faire la pub, il n'y a pas besoin de faire plus d'argent ou quoi que ce soit. Nous, nos compteurs sont bons. Pour moi, ça reste quand même une vision un petit peu à court terme, hein. Ça reste une vision à court 100%. terme. Et ouais, le jour où il y aura plus ces financements-là, ça va être assez compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. Et notamment, comme tu l'as dit, le diffuseur est manquant. Alors, clairement, l'UFC qui a mis en place l'UFC Fight Pass il y a quand même combien de temps maintenant? Ouais, 10 ans? ça doit faire 10 ans, là, hein, ouais. Oh purée, ça fait 10 ans que je paye 10 balles par mois, là. Purée, franchement. Ça en vaut Mais, la peine, par contre. mais c'est clair, ça fonctionne bien. Donc le PFL, pour moi, doit à un moment donné mettre quelque chose de clair et s'y tenir, tu vois, et pas partir à droite, tiens, tel diffuseur, maintenant je vais là-bas. Si c'est RMC, ça doit rester RMC. RMC, ça bouge pas, donc autant qu'ils restent avec eux, quoi. Surtout qu'il semblerait que la France, ça fonctionne bien. Mais comme tu l'as dit sur Ares, enfin, je sais pas si vous avez vu dans les commentaires Ares, quand il y a des Anglais qui combattent, t'as plein de fans anglais qui disent où est-ce qu'on peut regarder le combat, c'est complètement nul, on peut pas voir le combat. Alors tu vois juste, je sais pas moi, un des combattants anglais qui gagne, tu vois même pas le finish, et t'as tous les Anglais qui se plaignent, mais c'est normal. Bah oui. C'est normal. Et tu passes à côté d'un public, tu passes à côté de la possibilité de hyper ton combat, comme tu l'as dit, de pouvoir, si tu te chauffes et qu'à la fin tu peux pas voir le combat, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. C'est tellement frustrant pour un fan de devoir juste rafraîchir Twitter pour voir le résultat sans même voir une partie du combat. Bien Ouais, sûr. donc l'accès est très 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 important et, Mm. euh, et ça fait partie du package en fait de l'environnement comme tu dis parce que clairement si après tu dois commencer à mettre 1 heure de ton temps pour chercher comment regarder et puis tu trouves quelque chose où c'est pas de qualité, bah, c'est quand même beaucoup plus facile de dire ok j'allume Fight Pass, j'allume RMC et j'ai accès au combat et puis que ouais, ce soit pas un surcoût non plus. Parce que comme tu dis, tu payes depuis 10 ans 10 euros par mois pour le Fight Pass. Maintenant, il faut payer RMC. Après, si t'avais, enfin, l'année passée, on devait payer DAZN aussi si on voulait le PFL. Ça commence à devenir cher d'être fan de MMA. Donc, ça fait partie d'un package. Et donc voilà, je pense que les responsabilités doivent être partagées, mais tout vient de la promotion. Et je pense que le point clé, et t'as mis le doigt dessus, c'est quand t'as trop d'investisseurs et quand t'as trop de fonds, t'as un peu moins cette pression, t'as moins la grinta business de vraiment tout donner pour transformer ton business en quelque chose de rentable. Et par conséquent, ben, ils se cassent pas trop la tête. C'est bah, on a tout l'argent qu'il faut pour la logistique, pour l'organisation, pour payer les combattants. Même on n'a pas spécialement besoin de l'argent des diffuseurs pour être diffusé partout dans le monde. Ils travaillent pas là-dessus et c'est très dommage pour les fans, c'est très dommage pour les combattants et c'est une vision comme tu dis, peut-être à moyen terme parce qu'il y a beaucoup d'investissements derrière. Mais le but c'est normalement ils doivent créer une machine comme l'a fait l'UFC. Ils se sont cassés la tête pendant des années pour devenir rentables et maintenant ils sont ultra rentables. Mm. Bref, moi au final, je vois le PFL pas vraiment comme une organisation multirégionale, comme une promotion internationale, mais plutôt comme une multirégionale. Je sais pas si vous voyez la distinction, mais pour moi c'est régional, mais partout dans le monde. Et actuellement, là où ils ont le plus de succès, c'est en France, car ils ont un bon levier avec leur signature et les chocs franco-français à disposition. Donc voilà, dans ces périodes creuses, je pense qu'on est obligé de faire du name dropping, comme on dit. Il y avait Cédric Doumbé qui était à Dubaï. Il a Mm. donné une interview. Il parle d'un retour en 2026. Et juste avant d'enregistrer l'épisode, on se disait tiens, en fait, ça peut être pas mal de refaire le tour des poids welter en France, parce que Ah pour bah oui. l'instant, la division la plus performante en France, c'est Et les les... lightweights, parce que c'est Benoît Saint-Denis, Ziam, et on imagine que si Saladin Parnasse est à l'UFC, il serait aussi, ça ferait 3 Français top 15. Mais sur les années qui arrivent, c'est peut-être les 77 kilos qui va le plus intéresser le public. Oh, franchement, ouais. Je veux Voilà, là je pas. sens de la hype dans ta voix déjà. Ah bah écoutez, s'il y en a qui sont pas hypés par la catégorie des welters français, franchement, Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Juste pour faire un petit tour, donc j'ai fait un tour sur Fight Matrix pour les welter. ouais, Le mieux classé en France, c'est Abduragimov. Le deuxième j'imagine. chez les welter, c'est Zebo. Le troisième, quasi égalité avec quatrième, c'est Lohoré et Cédric Doumbé. Alors c'est marrant, il y a un bug sur Fight Matrix quand tu classes que par français. Cédric Doumbé n'apparaît pas. Par contre, si tu vas dans le classement monde, tu vois Cédric Doumbé avec le drapeau français juste derrière Lohoré. Ok. Après, c'est Baki, puis Jousset,
Et puis là, j'ai pas 4-5. pris. En fait, non, là, j'ai plus l'ordre. 4-5. J'ai fait le top 5. D'abord Baki, puis après Joussé. Ouais, mais après, il y a aussi Chaumont qui est dans le tas. Je sais plus où est-ce qu'il se trouve, Mathieu. Parce que j'ai fait le top 5 et après, j'ai pris les derniers noms qui pouvaient nous intéresser. Mais voilà, il y a quand même Chaumont, il y a Tandia, il y a Wakauzabo, qui est au KSW, il y a Jousset. Et j'ai envie d'intégrer Patrick Abirora dans la conversation parce que, ok, il est belge, il est francophone. Et pour l'instant, il montre de l'intérêt à affronter des Français. Donc, je pense qu'il mérite d'être cité ici. Bah, bien sûr, hein, vu le succès qu'a eu le combat à Birora-Jousset, je pense qu'à un moment donné, ouais, on peut parler vraiment du MMA francophone. Et puis c'est fait connaître bien en France aussi, tu vois. Ah ouais, là, clairement. Ouais, Voilà. clairement. Hein. Écoute, par contre, alors, quand t'as fait le truc, Jousset, il apparaissait pas dans les 5 premiers, c'est ça? Attends, là, je vais quand même vérifier de où il apparaît. Jousset en France. Il est 6 derrière Vincent Delguera et devant Mathieu Chaumont. Mais quand je dis 6, en réalité, c'est 7 parce qu'encore une fois, Cédric Doumbé, je le vois pas dans le classement français welterweight sur Fight Matrix. Et Vincent Delguera, il est 6 ou 7, enfin. Il est 5 avec Cédric Doumbé devant lui, donc 6. Ah, lui, je sais que j'ai regardé ses combats quand je commençais, quoi. 34-22 son palmarès. Ouais. Ça, c'est la génération qui a commencé, genre, je sais pas, à 18 ans. 2009, son premier combat. Oh là là. Quel âge il a? Il a 35 ans, donc ça veut dire... Ah bah tu vois, 19 ans. Premier combat à 19 ans. Ouais. Incroyable. Et je pense que j'ai vu de Vincent, j'ai dû voir 2-3 combats hein, à l'époque. Au FM... Non. Ah si, au FMC. Au PFC aussi, je l'ai vu. Ouais. Il a combattu 2 fois au FMC. C'est des vieux noms, ça. Ah ouais, j'ai pas habité longtemps hein, dans le sud de la France, hein, mais j'étais à Avignon, j'ai dû habiter 2 ans, je pense. C'est là que j'ai commencé le pancras à l'époque, mais le MMA. Et ouais, j'allais voir les événements. C'est fou, il combat encore. Et puis, je fais juste une petite parenthèse hein, sur Vincent, mais attends, il est sur combien là? 1, 2, 3, 4. Sur 4 victoires. Non. Si. 4 victoires d'affilée? Ouais, 4 victoires de suite. Ah ouais. Il a perdu contre Jordan Zebo à la RES 27. Et depuis, il a enchaîné 4 victoires, dont une à la RES, une au PFL, une à un Fight Night organisé par la FMMAF et une au Super League. Franchement, sur ces 5 dernières années, il a 10-2 en fait. C'est malade. Hein. Incroyable, ouais. Bah écoute, chapeau bas, Vincent Delguera. C'est impressionnant. Une longue carrière je suis vraiment content en plus, parce que c'est vrai que je l'avais pas du tout en tête, tu vois. Mais ouais, c'est top. Ouais, parce on a plus tendance à penser futur en soi, et puis c'est pareil pour Loré en fait. Hein, c'est aussi quelqu'un qui est plus sur la fin de carrière que sur le début. Ouais. Mais donc pour revenir sur la hype, la qualité des athlètes n'automatise pas la hype qu'on peut avoir. Pour prendre un exemple, Cédric Doumbé, il est 150e mondial. Pourtant, s'il annonce son prochain combat, toute la France sera derrière et probablement qu'à l'international, il y aura de l'intérêt porté à son combat. Comme quoi. Ouais. Voilà, se promouvoir a une énorme importance pour que la hype soit créée chez les fans et le niveau, uniquement avoir un bon niveau, ne suffit pas du tout. Est-ce que tu veux qu'on joue au jeu de qui est un qui? Ah là là, je sens que ça va faire des commentaires jusque sur Twitter si on fait ça. Qui peut être dans le top 5 d'entrée de jeu? Tiens, on va faire. Qui est un qui? Bah écoute, franchement, là, quand tu fais la liste... T'en as pas un qui éteint tout le monde ou tu penses qu'il y en a un genre il surclasse tout le monde et il n'y a pas de débat ou alors c'est comment on dit je pense que Styles makes fight, ouais. Je pense qu'il y en a un qui s'occupe qui se positionnerait comme favori. En fait, on va plus se dire comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui tu prends un, tu le mets contre n'importe lequel de la liste, est-ce qu'il est d'office favori ou c'est vraiment les styles qui vont définir et que quelqu'un sera peut-être favori contre quasi tout le monde sauf un ou deux? Je pense qu'il y en a un qui, pour moi, s'occupe de tout le monde, mais qu'on peut mettre entre parenthèses. Voilà. Depuis sa dernière prestation. Ok, donc selon toi, Abdul,
Prime Abdul, on va dire, serait le gars qui est favori contre tout le monde. Ah, oui. Voilà. Ouais. Euh, Mais le, vraiment, le- pour moi, j'insisterai le- sur Prime Abdul parce ouais, le que Abdul la version Ares, qu'on a vue, ouais, la version Ares de Abdul ah, passe tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de mais pour débat moi, là-dessus. ouais, j'aurais tendance à le sortir de l'équation le temps que Ouais. de voir si voilà quoi. Ouais, son avenir est un peu flou et Ouais, vu ce qui se passe, sortons-le de l'équation et ouais. ça amène à un peu plus de débat. Est-ce qu'on ferait le jeu comme on avait fait pour Saladin qui avait fait pas mal de débats où on en prend un et puis on cite tous les autres et tu dis il passe, il passe Écoute, pas. moi je trouve que c'est plutôt pas mal fait hein, quand même le classement. Alors Zebo, je pense que sportivement parlant, c'est celui qui pour moi est le ouais en haut du classement. Quand je parle sportivement parlant, c'est pas forcément peut-être le plus talentueux ou quoi que ce soit, mais sportivement parlant, celui qui est capable de tenir des rounds, de se faire un peu taper dessus, mais de garder son game plan, de résister, de prendre, parce qu'il sait qu'au bout ça peut l'emporter. Ouais, Zebo, je comprends qu'il soit suivant sur la liste. Euh, Personnellement, je serais super chaud sur une revanche contre Cédric Doumbé, clairement. Ça, Mhm. c'est vraiment, enfin, peut-être le combat qui me hyperait le plus. Ok, intéressant. En égalité. Même Doumbé Avirora te hyperait moins qu'une revanche Zebo Doumbé. Non. Non, non, non. Euh, ouais. Avirora, c'est ce qui te hype le plus. Non, non, non. Zebo. Zebo Doumbé. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, donc Clairement. en choc francophone, chez les Ouais. welterweight, le combat qui te hype le plus en prenant deux combattants de la liste, ce serait Doumbé Zebo. Doumbé Zebo 2. Ouais, Doumbé Zebo 2, ça c'est vraiment le combat qui m'intéresse le plus. Ensuite, le combat qui m'intéresse le plus, ça va peut-être étonner, mais ça serait Baki contre Tandia. Ah, il y a un vrai narratif, hein. Ouais, et Arc en, narratif, hein, en synchrone. en 50. Ouais. Pour une future ceinture. Ah non, il n'y a pas de ceinture. Moi, je Non, pense, ça peut pas ouais, se faire en synchrone. bah, non. On en est où contractuellement pour Baki? Parce que c'est vraiment ça le. Je pense que j'en sais rien. Parce que s'il est libre, tu pourrais imaginer. Mais bon, c'est allé très loin. Il faudrait que Tandia batte Chaumont, Bon, ouais, non, il aurait va la pas aller prendre ceinture ouais, hexagone. non, non, jamais, jamais il va aller prendre une ceinture à l'hexagone. Bon, bref, dans tous les cas, bon, même en trois rounds. Hypothétiquement, Tandia contre Baki 2, ça est quelque chose qui peut vachement te motiver. C'est ça. Pourquoi je dis 2, moi? Ouais, non, Parce qu'ils se sont battus. non, Ils ont fait un sparring. Toute leur non, histoire part d'un sparring, non? non, il n'y a pas eu de sparring. Ils se sont dit, vas-y, on se fait un Ah, sparring, et il n'y a jamais eu ça. ah, il me semblait C'était, ils non, avaient non, fait non. sparring. Ils voulaient faire un sparring filmé et tout le bazar, et je crois que la Fédé s'en est mêlée, a dit, les gars, non. C'était un peu étonnant d'ailleurs, mais bon, c'est la France. C'était deux gars qui veulent se taper en sparring à l'entraînement et filmer, et je vois pas trop où est le problème. Moi, j'avoue que pour l'instant, je suis pas encore dans la hype Tandia. J'ai besoin de voir un peu plus de lui en pro avant de T'as vraiment regardé me un peu ces motiver. combats? Bah ouais, j'ai pas. Ouais, ça me motive pas encore à le suivre de près. Ah, écoute, C'est, c'est- Il est à quoi 4-0 là en pro. 4-0. Il a une Ouais. grosse carrière en amateur. Ça oui, Euh, j'adore. Enfin franchement en amateur j'avais bien suivi justement. Je trouve t'as- qu'en pro c'est peut-être mes attentes qui étaient trop hautes, mais en pro il m'a pas encore blindé convaincu. Moi, il me convient beaucoup plus en pro qu'en amateur, hein. Ok. Dans sa violence, dans l'utilisation de ses genoux, de ses coudes. Euh, je vais pas dire qu'il est très technique, mais extrêmement agressif. Ça, clairement. Je pense qu'il cherche vraiment à faire mal. Je pense qu'il a une bonne lutte. Il est assez complet. Il est difficile à gérer. Il a une belle allonge. Euh, je pense qu'il doit faire attention parce que de temps en temps, il mériterait des points de pénalité. Hmm. On l'a vu mettre un gros stomp dans la tête. Il a pas pris de points de pénalité. Euh, Je me rappelle de euh, ça. ça, c'était quelque chose. Mais bon, voilà. Et puis, il y a des coups derrière la tête. Il faut vraiment. C'est limite, c'est limite. Mais par contre, voilà, cette agressivité, cette violence et tout,
je pense qu'il est difficile à gérer. Donc même sur un 3 rounds, ça pourrait m'intéresser. Et sur un style beaucoup plus, je vais pas dire académique, mais Baki, je le trouve un peu plus académique en boxe, un peu plus posé, Ouais. sauf sur son dernier, bien évidemment. Mais voilà, si on se rappelle, il est beaucoup plus cadré, tu vois. Donc c'est un combat qui m'intéresserait bien, ouais, qui me hyperait bien. Et puis bah voilà, il y a tout le narratif. Hein, on en a parlé au début d'émission. Ouais. Forcément, le narratif, ça va parler, ça va hyper le combat, clairement. Tu vois. Ah ouais, c'est clair. Moi, en fait, dans un monde idéal, je pense que si Tandia passe, en fait, ce qui me manque, c'est une prestation contre une vraie opposition du côté de Tandia en pro. Les 4 combats qu'il a fait, c'est pas encore face à une grosse adversité. Par contre, s'il passe Chaumont avec la manière, là, je peux me dire, ok, tu vois, on se rapproche de quelque chose entre 40-60 et 60-40 contre Baki, et donc ça pourrait m'intéresser. Ici, j'ai l'impression qu'il y a encore, voilà, Baki serait fort favori dans le combat, et donc c'est ça qui me manque. Tu vois, on parlait à un moment, on parlait beaucoup de ça sur Fight Mind, mais que il y a 3 types de fans, mais en fait, c'est pas qu'il y a 3 types de fans scindés, c'est juste que tu as un certain pourcentage du type de fanatisme que tu peux avoir envers le MMA. T'as les fans d'histoire de combat, t'as les fans de stratégie et t'as les fans de violence. Et autant sur un combat Baki Tandia, le pourcentage histoire serait très haut, mais c'est pas ce qui m'intéresse non plus à 100%. Donc il me manque un peu cet intérêt sportif sur le combat pour l'instant. Mais à une victoire près Ah, pour Tandia, je pense on y qu'on est. je pense qu'on arrivera à le trouver, l'intérêt sportif. Il y a moyen, parce que là, sur le peu que tu m'as dit, tu m'as quand même déjà bien chauffé. Ouais, ouais, ouais. Je Comme quoi, pense qu'il y a les moyen. médias peuvent avoir un truc pour Mais, hyper les... mais je les suis gens. entièrement d'accord que le combat contre Chaumont va donner pas mal d'indications sur la suite. Hmm. Mm, mm. Donc là, tu nous as donné ce qui t'intéressait le plus. Est-ce que tu as encore un combat qui pourrait te chauffer avec tous ces noms-là? Bah écoute, sur les autres combats, bah, on a parlé de Kevin Jousset hein, pour la suite. Ouais. S'il reste sur des combats franco-français, je pense qu'il peut clairement, on peut voir d'autres combats vis-à-vis de ce dont on a parlé, de Ceux ceux dont dont... on a parlé. Ouais. Bon, voilà, vous avez compris. Delgara, Loré, ça peut être un bon combat Ouais. pour les trois en fait. Hein. Ouais, en fait, le Pour triangle ce là. Delguera, Laoré et Jousset, ça peut se justifier. Et c'est pas ceux qui vont faire le plus de bruit comparé à des noms comme Baki ou comme Doumbé. Mais personnellement, je trouverais ça assez sympa parce qu'on est sur du côté plus vétéran, on va dire. Même si Jousset a pas une longue carrière, on peut le considérer comme un vétéran vu l'expérience à haut niveau qu'il a. Et contre Laoré, ce serait sympa et contre Delguera aussi. Hmm. Et puis bah sinon, si ça se fait pas Baki Tandia, Jousset Tandia, moi ça m'intéresse aussi vite fait, tu vois. Hmm. Mais là, c'est vraiment les combats qui m'intéressent. Moi. Et on n'a pas parlé de Patrick. J'étais bien emballé par le combat Patrick Averrois contre Cédric Doumbé, tu vois, mais je sais pas. Mais là, moins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Doumbé, il me semble, dans l'interview, il dit qu'il reviendrait plutôt deuxième partie 2026. À Birora, je sais pas, il a tweeté qu'il avait une date, Ouais, un lieu, mais pas encore l'adversaire. Et donc Patrick, de toute façon, il aura probablement un combat avant même le retour de Cédric. ouais. Après, voilà, s'il descend de catégorie. Moi, j'étais emballé par Patrick à 77 kilos, s'il s'implantait dans cette catégorie-là, tu vois, parce il est Mhm. assez jeune, il prend peut-être encore du muscle, et donc peut-être qu'à un moment donné, ils se disent, bon, bah voilà, si t'es tous les jours à 82, 83, non, je sais pas combien il est, 82, 83. Franchement, aucune Ah idée. ouais. Mais j'ai tout de même l'impression que ouais, c'est dans son intérêt de rester en welter. Mais là, il va redescendre, hein, en C'est lightweight, hein. sûr de ça? Il semblait dire que enfin, qu'il n'avait pas encore d'adversaire, donc pas encore de catégorie de poids pour le prochain. Ah, je Mais trouve ça voilà, pour bizarre, moi, ouais, j'étais entre les deux, hein. s'il fait 3 combats d'affilée chez les welter, pose bagage. Ah oui, oui, oui. Il est grand. C'est clair que c'est un gros gap entre les deux et c'est un peu le problème. Hein. On en parle Ouais. depuis des années, vivement qu'il y ait cette catégorie de super lightweight, mais Mhm. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on en parle. S'il y a une catégorie à créer, une seule, c'est entre ces deux divisions-là. C'est entre lightweight et welterweight parce que c'est là où tu as le plus d'humains. Il y a beaucoup de niveaux et tu garderais 2 divisions de qualité, même à l'UFC, quoi. ah ouais, ouais, clairement, je comprends vraiment pas qu'ils se penchent pas là-dessus, quoi. Ouais, bah, c'est vraiment bizarre comme tu vois, il y a des trucs qui peuvent aller relativement vite dans des décisions liées au sport et puis tu as des trucs ça prend des années alors Mm. que tout le monde le demande et qu'il y a une vraie logique derrière, et il y a même une logique business hein, j'irais jusque là, d'autant plus que voilà
des cuts extrêmes, il y en a encore beaucoup. Et je sais pas à quel point ça pourrait limiter certains cuts extrêmes, mais potentiellement quand même dans ces divisions. Bah, je pense. Là, t'imagines sur cette année sportive, enfin non. Je pense que sur les 20 derniers combats, j'ai dû organiser enfin, 3-4 catchweight en amateur, tu vois, à 74, 74 kilos. Et c'est toujours dans Et ces divisions-là, ok. ah ouais, 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 en règle générale, celle-ci, et puis bah, les 63 aussi. 63 kilos, il y en a quand même pas. Ok. Et Malgré que le gap soit que de 5 kilos, quoi. ça, en amateur, c'est vraiment le truc aussi à faire, hein, les catchweight, pour éviter notamment d'avoir des gros cuts et tout. Ouais. Et il y en a plein qui, enfin, voilà, c'est facile à organiser parce que bah, il y en a plein qui sont à ce poids-là, tu vois. Moi, je suis 100% pour. Hein. En amateur, les catchweight, je suis 100% pour, justement pour éviter tout ce qui est cut, surtout en tout début de carrière. Voilà, quand tu te diriges vers ta carrière pro et que tu commences à faire des événements qui sont pas ceux de la FMMAF ou de la BMMAF, mais qui sont des événements un peu comme l'AEC ou le PEF, où tu vois, c'est un peu une organisation pro qui met en avant des amateurs, où tu as la pesée la veille. Là, tu peux commencer à enlever les catchweight parce qu'il faut commencer à faire le process du combattant professionnel. Mais avant ça, ouais, faites des catchweight. Ouais, là, en France, ils font beaucoup de peser le matin très tôt, genre à 9 heures du matin. Ce qui pousse un tout petit peu, enfin, ce qui ouvre en tout cas la porte à faire des cuts. Oh, bah, ouais, la porte, elle est grande ouverte. Ouais, qui Non, ouvre grandement enfin, la voilà, porte. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter les choses. En pro, vu le système actuel, il y aura des cuttings à faire, tu vois. Et donc, si Mhm. tu fais la pesée 2 heures avant, tu fais tous tes combats en amateur sans cutting, et le jour où tu passes en pro, bah, tu découvres. Donc, si tu arrives sur des organisations semi-professionnelles comme ça, où tu as la pesée à 9 heures du matin, bah, tu fais des demi-cuts, entre guillemets, tu commences déjà à te préparer, à comprendre, à bien t'entourer aussi. Et puis Ouais. après, tu as 10 heures devant toi pour récupérer. Oui, c'est ça, mais c'est important quand même de dire des demi-cuts. Enfin, Bah, bien sûr, je suis hein. pas un expert là-dedans, mais voilà, quand tu as 10 heures pour récupérer, je crois qu'il faut pas, enfin, tu peux pas cut 4 kilos, quoi. Tu dois te limiter à plus bas que ça. Je pense que dans les commentaires, si on arrête la vidéo là, les gens seront déçus que j'ai pas posé l'une ou l'autre question. Donc, je vais les poser maintenant. Tu parlais d'être le combat le plus hype pour toi, ce serait la revanche entre Doumbé et Zebo. Comment est-ce que tu vois un peu le combat se produire? Oh là là. J'ai vu Il y a- ta il y petite tête. Ah, il me prend de court. a- Ouais, si ce combat te hype, c'est que tu vois potentiellement le combat écoute, se ouais, passer différemment, clairement. quoi. Moi, le meilleur scénario que j'aurais, c'est Zebo qui l'emporte, clairement. Et puis après, on a une belle, tu vois. Je voudrais Oh. avoir un combat où, je sais pas, moi, Zebo, il se fait un peu ébranler. Et puis, il revient dedans, il réussit à mettre au sol, et c'est la bagarre. Et puis, ça se relève, et ça y va. Et on a Cédric qui commence à fatiguer, tu vois, au bout du deuxième round. Ça bosse, et puis, je sais pas, il perd, tu vois. Et puis après, ça relance pour un troisième combat, quoi. Tu vois, moi, c'est ce genre de scénario qui me plairait bien. Et puis, sur le troisième, bon, bah là, on verra sur les ajustements. Euh, Ça serait vraiment comme ça que je verrais le combat, tu vois. Donc oui, Hmm. effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, je verrais, moi dans ma tête, je pense que Zebo pourrait passer Cédric. Ouf, ok, c'est un gros statement. En fait, moi, Et- le seul souci que j'ai, parce que comme tu l'as dit, c'est voilà, Zebo, une de ses forces, c'est d'être dur au mal, d'être capable d'encaisser et puis rester dedans, parce qu'il sait que à un moment, il aura plus de cardio que l'adversaire et puis revenir dans le combat. Et face à Cédric, je pense que tu peux pas vraiment te permettre d'en prendre beaucoup. En tout cas, pas des cleans. Ouais, après, c'est, comme je vous le dis, c'est aujourd'hui que je dis ça parce qu'il y a un contexte aussi à avoir en tête. On a un Zebo qui n'a fait que Que gagner. progresser, qui est resté dans la compétition, qui a eu des combats durs, hein. Ça n'a pas été des victoires faciles ni quoi que ce soit, hein. Même son dernier combat a été compliqué. C'est pas rien, tu vois. C'est vraiment pas rien. Il est en confiance. Il était, enfin, je pense qu'on peut mettre de côté tout le côté euh, stress ou genre il va faire n'importe quoi dès le début, tu vois. Il s'est rendu compte que s'il suivait le game plan de son équipe, ça fonctionnait, donc il va arriver très concentré. Et de l'autre côté, Cédric, aussi fort qu'il puisse frapper, ça fait quand même combien de temps là qu'il combat plus C'est depuis Jalil Willich qui était en... Oh là, c'était en 2023, 4, 4. Pas 2023 quand même. Non, 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 2024. Donc voilà, et puis ça n'a pas été une pause.
Sportive, sportive. Enfin, ça a été une active. pause sportive. Oui, ça n'a pas été une pause sportive. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il a rien fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il a pris du Et poids. pour moi, c'est comme un combattant qui se met à la retraite et puis après il se dit ouais, en fait, je sors de ma retraite. Non, c'est trop tard. Si t'as stoppé pendant 1 an, on a vu les retours. Que tu t'entraînes pas pendant 2 ans, mais que tu sois pas à la retraite. Non, que tu t'entraînes. Que Oui, tu combattes pas pendant 2 ans. Tu t'entraînes, mais t'es pas à la retraite. Les gars, Dominique ils arrivent. Cruz, Georges Saint-Pierre, voilà, ce genre de longue Ouais. retraite Les, avec entraînement. Ouais. les retours sont toujours bons, on va dire. Mm. Moi, je les trouve bons. Et en gros, le ring rust, il est quasi inexistant, tu vois. On Ouais. voit des gars qui reviennent après 1 an, 2 ans sans combattre, mais les gars se sont entraînés et ils sont vraiment, vraiment chauds. Par contre, quelqu'un qui ne s'entraîne plus pendant 1 ou 2 ans et qui revient, franchement, enfin voilà, je sais pas, Ouais. McGregor, est-ce que vous pensez que ça va être un retour C'est rudo, hein, magnifique? Ah, c'est pour Rudo. pas être dans l'hypothèse, tu vois. Ouais, voilà. C'est Rudo, c'est vrai que c'est un des meilleurs exemples, hein. Quand tu vois ses prestations, Celle il a... contre Sterling, en fait, celle de son retour était pas du tout dégueulasse. C'était un combat que j'avais vraiment apprécié. Mais voilà, à cette exception près, c'était pas ouf, quoi, son retour. Et c'était pas au niveau C'est pas de celui qu'il avait au moment de sa bien retraite, sûr, quoi. bien sûr, physiquement tout. Donc c'est pour ça que je vois, je dis pas que que Zebo est un meilleur combattant que Cédric Doumbé, loin de là, tu vois. Mais à l'heure actuelle sur un retour, ah ouais, je le verrais favori, clairement. Ouais, en fait, quand je En fin pense, d'année. tu vois, à ces trois noms, donc si tu prends Zebo, Doumbé et Baki, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont tous beaucoup de potentiel, mais il y a un truc, un élément à chaque fois qui me rend un peu, enfin allez, je doute un peu de ce qu'ils peuvent produire en MMA, tu vois, genre Zebo, gros mental, mais comme tu l'as dit, c'est pas le plus talentueux. Donc c'est un gros bosseur et il a des belles prestations parce que c'est un gros bosseur qui se donne et qui a un énorme mental. Mais d'un point de vue compétences techniques, c'est pas non plus quelqu'un qui a le potentiel normalement de rentrer dans le top 15 mondial. Mais il peut avec les éléments autour de son Ah jeu, comme le ouais. cardio, le mental, etc. Donc enfin, vous voyez ça comme un compliment, hein. Hmm. Cédric Doumbé, là où j'ai un doute sur ce qu'il peut faire, c'est justement sa régularité, sa Hmm. constance. C'est le mec qui se prépare comme un dingue quand il a un combat, c'est positif. Mais en dehors de ça, il a pas l'air d'être concentré sur le MMA et donc il n'y a pas vraiment une progression constante, quoi. Il est juste très talentueux. Lui, c'est l'inverse. Il est ultra talentueux. Donc, bosser sur un camp d'entraînement lui suffit à avoir un très bon niveau. Mais il n'y a pas vraiment une énorme progression de combat en combat puisqu'il ne travaille pas sur le fond. Et Baki, moi, la crainte que j'ai par rapport à Baki, c'est son entourage. Et on dit tout le temps, l'entourage est ultra important en MMA. Alors ça peut se changer, hein, mais pour l'instant j'ai besoin d'être convaincu qu'il va être capable de bien s'entourer pour créer un bel écosystème autour de lui, qui est moins dans l'émotion et plus dans la progression. Et là je reprendrai un peu confiance en sa capacité de nous faire des belles choses en MMA. Ouais, je sais pas, moi, pour la question de l'entourage, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas envie de lui enlever de responsabilité, tu vois. Ben, Euh, la responsabilité, c'est à toi de bien t'entourer, hein. ouais, bien sûr, ouais, je pense, je pense. Moi, Donc je me je pose, suis pas en train de lui enlever de la responsabilité, je suis juste en train de dire qu'il y a des choix à faire pour revenir au top de son jeu. ouais, moi, je me pose la question si je sais pas du tout comment il se prépare ni quoi que ce soit, mais je me pose la question si c'est pas un peu éparpillé la- sa préparation, ses entraînements, etc. Tu vois? Ouais, Si son approche, elle est pas un petit peu éparpillée, je m'entraîne ici, je vais là, je fais ci, si ça manque un petit peu de structure et une vraie colonne vertébrale à sa préparation. Hmm. S'il n'y a pas un chef d'orchestre à tout ça, tu vois. Et s'il est Ah, capable, en plus, d'être mis sous les ordres d'un chef d'orchestre, entre guillemets. bah, en fait, ça fait limite penser, ça fait un point commun qu'il a avec Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il avait toujours dit quand il était passé sur le Joe Rogan, il disait ouais j'ai pas d'entraîneur et c'est quelqu'un qui allait tourner à gauche, à droite et encore une fois Ouais, mais là, son talent suffisait. oui, mais là, Maintenant en c'était pas MMA le cas, hein, sur il son s'est retour en structuré, MMA. hein. Il s'est structuré en MMA, mais sa carrière en kickboxing c'était un peu Ouais, désorganisé, quoi. oui, bien sûr, mais voilà, tu vois, ce qu'il a fait d'aller dans un club, dans l'autre, puis de poser ses valises chez Hatch, d'avoir ses coachs, notamment au sol, etc. Pour moi, il y avait une vraie structure qui se voyait dans son combat, dans sa manière de défendre les tentatives de mise au sol. Il y Mhm. avait tu sentais que ça avait été préparé et qu'il savait où il allait, tu vois.
Mhm. et que c'était voilà, qu'il était bien cadré et ça fonctionnait plutôt bien. Euh, voilà. Sur Baki, je pense que oui, il y a la question de l'entourage, mais vraiment la question de la structure de sa préparation, de son entraînement, Mhm. ouais, qui décide pas trop entre guillemets comment il s'entraîne, etc. Quelqu'un lui dise voilà, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça. Ouais, c'est ça. Un chef de, bah, t'as utilisé Chef le terme d'orchestre. chef d'orchestre, c'est un peu ça qui manque parce que je pense que je suis pas en train de dire que tout son entourage est mauvais. Hein. Je pense qu'on Non, on non. avait reçu Eddie Old Dog sur Fight Minds en interview et tu vois que c'est quelqu'un de ultra bienveillant et bien Ah pédagogue et ouais, ouais. qui est proche de Baki. Donc il y a des bons éléments dans la structure qu'il a mis en place autour de lui, mais je pense qu'il y a des éléments qui doivent voilà, scinder du MMA, qui vont être peut-être bons sur l'aspect ultra personnel, mais qui seront moins bons sur son développement sportif. Mm. On va finir par un il passe pas. Vas-y. On Qui prend passe qui? Abirora, Tu dis quoi? on prend Abirora, et puis on fait la Ouais. liste. Ah, ok. Alors, Oh purée. et on va prendre des termes plus secs en plus. On va dire il l'éteint ou il l'éteint pas, ou il se fait éteindre. Ah, ça c'est pour faire un short, c'est ça? Et puis après que on se prenne Peut-être. on connaît la technique. C'est bon. Euh, Bon, Purée. Abirora, est-ce qu'il l'éteint ou il se fait éteindre par Zebo? Oh là 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 là. Oh. C'est compliqué, hein. Ce combat-là, je le trouve très serré. Je suis vraiment capable de voir Abiura éteindre Zeo. En termes de vitesse, en termes de déplacement. Euh, allez, je vais dire, ouais, ouais. Il passe, C'est le jeu noir ou blanc qu'on n'aime pas en fait sur Fight Minds parce que à la il passe limite Zebo alors. la meilleure question que je pourrais te poser plus en mode Fight Minds pour pas Ah qu'on oui. se fasse allumer non plus, c'est quel pourcentage tu donnes à Patrick contre les noms que je cite, tu vois, et alors Ouais, c'est un bah, peu plus des pronostats, tu vois. ok, bah écoute, moi je vois Abiroa passer Zebo, je le vois 60-40. Ok. Loré, Je vois passer Loré. Doumbé, Contextuellement parlant, ah non, mais après vous allez dire ouais c'est bon, il nous fait un... on s'en fout de ce que les gens pensent ici, c'est Contextuellement subjectif, tu vois. parlant, clairement C'est sur le contexte, là si demain ils s'affrontent, voilà demain sans préparation. la Je- réponse facile. Abirora le passe s'ils s'affrontent demain. Voilà, voilà. S'il y a une vraie Après, préparation, hein? tu leur donnes 4 mois chacun. Tu annonces le combat Wow. pour la Maison Blanche, le 14 juin. C'est un truc qui n'a rien à voir. C'est dans 4 mois. Ah, j'ai pas envie de... Non, 4 mois chacun, Doumbé, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Mhm. Pour moi, c'est vraiment... Il y a trop d'inconnus sur le retour de Doumbé. Si Doumbé est vraiment au top, ce que je doute clairement avec autant de temps out, mais s'il est au top, ouais, je vois pas Patrick. Ok, Et voilà. Donc je vais mettre 50-50 au vu du contexte. ok, on a une réponse très très nuancée et correcte. Baki. En 3 rounds, Patrick ne passe pas Baki. En 3 rounds, Patrick ne passe pas Baki. Tu précises en 3 rounds. En 5 rounds, Patrick passe Baki. C'est plus serré. C'est plus serré. Je rappelle le combat de Patrick contre. Non, je vais avoir un trou de mémoire. Le Belge qui est au LFA. Le B1 contre ah mince, allez, Alvi SUF, voilà. Dasuyef. Incroyable combat ce truc-là. Et je pense que Patrick prenait ses derniers rounds, hein. Ouais. Donc, Et puis on rappelle aussi Baki contre Zebo où ça a flanché à ouais, partir du voilà. 3. Donc Ouais. sur une tournure comme ça, sur un 5 rounds, ça serait compliqué. Mais je vois quand même, au vu du combat qu'il avait fait contre Alvi Dasuyef, je vois quand même Baki le passer. Donc je mettrais, si ça se faisait, je pense que ça serait en 3 rounds, je mettrais un bon 70-30, 70-30. Tu sens ma blague venir pour la prochaine question ou pas? Non. Revanche contre Jousset avec un game plan. Ouais, si tu veux. Non, Tu mais vois, de je me toute mets dans façon, ton bateau, je vais aussi me faire allumer pour cette réflexion. non, mais game plan ou pas game plan, de toute façon, quand on avait analysé ce combat, moi je voyais pas, je voyais aucun monde où je sais pas
Patrick. Mhm. Je vois Patrick beaucoup trop rapide et je sais avoir laissé depuis trop longtemps son judo et ne pas avoir exploité parce que le judo c'est beau, mais c'est une mise au sol, quoi. Après, il faut Mhm. savoir contrôler, il faut savoir grappler et tout. Et si vous regardez Patrick sur les mises au sol, non, Kevin, une fois qu'il a mis au sol, pour contrôler, c'est un peu tendu, tu vois, c'est un peu raide. C'est pas aussi souple que tu dois l'être pour pouvoir suivre quelqu'un, le rider et le remettre au sol. Donc, à nouveau, je le vois passer Kevin sans aucun problème. Et Kevin avec un très bon game plan. Ouais, voilà, je viens de le dire. Même avec même s'il avait shooté directement, s'il avait lutté, je pense que c'est compliqué. Je pense que Patrick était bien préparé sur les mises au sol et il est long, il est grand et c'est pas facile de mettre au sol un longiligne aussi, hein. Mhm. Pour ceux qui pratiquent, vous le savez, quoi. Et finalement, Patrick contre Tandia. Ah, ça serait un chouette combat quand même, hein. Ouais, hein. Maintenant que je le dis, Euh, je me dis ça. Faudrait que je revoie les combats de Walid Tandia un peu plus quand même, parce que j'aime beaucoup son style, son côté assez agressif, imprévisible, qui pourrait être assez perturbant pour Patrick. Je pense que Patrick a besoin d'être sur un combat un peu plus posé, un peu plus, ouais, beaucoup plus posé. Et on l'a vu, hein, sur ses meilleures performances, c'est face à des combattants qui arrivaient, voilà, droit, qui avancent, qui envoient. Lui, il a besoin d'utiliser son jab, se déplacer à droite, à gauche. Ah, Walid Tandia, c'est pas Ce forcément sera pas très ça. posé, tu vois. Ouais, ouais. Et je verrais très très bien un combat qui parte vraiment à 100 à l'heure avec un Patrick qui se retrouve avec les yeux grands ouverts. Oh là, comment je dois gérer ça? Euh, ouais, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait vraiment beaucoup à voir comme combat. Donc Là, 50-50 ou? non, je vois quand même un avantage à Patrick s'il arrive à passer la tempête, mais dépendant de la future prestation de Wally, je pourrais avoir un combat un peu plus serré. Ah, je prends des risques en disant ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, non, à quel moment Patrick il passe pas Wally, mais voilà. J'ai donné mes arguments. Je pense que le côté Bah, un peu écoute, imprévisible ouais. de Walid Tandias rendrait le combat un peu plus difficile pour Patrick. Ah bah écoute, je pense que c'est ça le but aussi, hein, de ce genre d'exercice, c'est de pouvoir bon, de base on doit dire il passe pas et c'est noir ou blanc, mais le MMA c'est très nuancé et en fait avant un combat personne ne sait, et comme tu l'as dit plus tôt dans l'épisode, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est pour ça que les mardis on se retrouve pour faire nos analyses sur les combats qui arrivent, parce que c'est ça qui nous hype, c'est le côté inconnu, le côté importance de la préparation, et ici je pense que ce petit exercice illustre une nouvelle fois que les styles font les combats. Donc c'est pas le ranking qui fait les combats, mais que vraiment tu peux passer facilement quelqu'un qui est loin devant toi dans le classement et qui a beaucoup plus d'expérience ou que sais-je, au même titre que tu peux être mis en difficulté par quelqu'un qui est beaucoup plus loin derrière toi dans le classement. Et donc ça fait partie de la beauté de ce sport. Mais en tout cas, merci pour l'exercice. Je pense que ça va faire des débats en commentaire, et donc je pense que petit rappel de l'importance de rester respectueux dans les commentaires. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion, surtout si elle est bien formulée. Donc, n'hésitez pas à faire le même exercice Ouais, que ouais. Brian et justifier vos choix ou pas, hein. Attends, moi Vas-y. j'ai une question pour toi. Ah ah, Voilà, et ça aussi vous pouvez me dire, à ton avis de tous les noms qu'on a cités, qui serait celui qui pourrait aller le plus loin à l'UFC, donc qui pourrait monter le plus haut dans le classement. Donc imaginons que voilà, de tous les noms que l'on a cités, Zebo, Doumbé, Baki, enfin surtout sur les grands noms, qui serait le combattant si tu devais miser sur, alors je vais pas dire jusqu'où il peut aller, top 5, top 10, machin, etc. Mais voilà, tu te dis, voilà, je vais investir sur lui parce que je sais que c'est celui qui irait le plus loin à l'UFC. Alors pour moi, Donc on va dire sur les gros noms, hein, sur ouais. Zebo, Doumbé, Tandia et Patrick, Et on enlève Abdul de l'équation, hein. et on enlève Abdullah. Oh là là. J'enlèverais Doumbé pour la raison de l'âge Ouais. et voilà de la préparation, des opportunités qu'il a en dehors du MMA. Donc pour moi, c'est pas lui la bonne réponse. Donc Zebo, Baki, Ça me laisse Zebo, Baki, Tandia et Patrick. Alors, un avantage que Patrick et Baki ont par rapport aux autres, c'est la notoriété. On l'a dit dans le podcast, ça peut booster un peu les opportunités. Maintenant, voilà, les Tandia et Zebo, ils sont encore relativement jeunes, donc la voie sportive et uniquement sportive permet aussi de pouvoir monter haut. Donc au final,
c'est un mini point bonus. Je pense que les 4 prennent bien au sérieux leur préparation. À l'heure actuelle, Patrick a peut-être le plus de... En tout cas, Zebo, c'est celui qui a le moins de talent, mais ça fait partie des gros bosseurs. Ceci étant dit, je pense que Baki, Tandia et Patrick sont aussi des gros bosseurs. Elle est chaude, cette question. Ouais, c'est pas facile. Ouais, Hein. ouais. Et sur les styles aussi, Ouais, il faut... parce que tu vois, par exemple, t'as- Tandia, Tandia Birora, bah, je trouve que Tandia a son style un petit peu trop imprévisible pour l'instant. Pour moi, à un moment, il va plus passer, tu vois. Ouais. Et Et le Abirora, style plus spécialiste. posé, Ouais. voilà, ça sera plus facile pour Patrick à passer, tu vois. Donc moi, je vois Patrick aller un peu plus loin que Tandia pour l'instant, Ouais. sur ce que je vois. Zebo Baki, bah, pour moi, c'est le contexte. Un Zebo, au-delà de sa préparation, tu as parlé de l'entourage. Moi, je pense que Ouais. de la capacité aussi à écouter et à prendre en compte les choses, à faire confiance à son équipe. Pour moi, l'équipe là actuellement de Zebo me semble aller un peu plus loin. Ouais, en fait, Et parmi toutes notamment les sur équipes, les c'est Zebo combats, qui est le mieux entouré pour l'instant. Ouais. j'ai l'impression. Ouais. Et pas que mieux entouré, mais vraiment aussi et bien entouré et perméable aussi aux conseils, au game plan, Très à l'écoute. Ouais. ouais, voilà, tu vois. Je le sens. Coachable. quand- Ouais, voilà, aussi entre autres. Coachable. Ça se dit en France aussi. Donc, ouais. Euh, Mais par contre, j'entends l'aspect notoriété. C'est vrai que la question, elle joue un peu là-dessus aussi. Hein. Forcément, un Zebo, je pense que s'il signe à l'UFC, il commence en bas et s'il veut commencer à arriver dans le top, ne serait-ce que le top 10, top 15, il lui faudra 6-7 combats avant, tu vois. ouais, ça Parce joue que, et ça veut dire 6-7 combats avec très peu d'erreurs, ce qui, voilà, en termes de probabilité pure, est assez faible. ouais. J'ai quand même rappelé que Euh, si on avait eu Baki Zebo en 3 rounds, enfin, tu vois, si le combat avait lieu à l'UFC, ça aurait pas été pour la ceinture, ça aurait pas été un mini-event, ça aurait été sur 3 rounds. Baki remporte le combat, si ouais, j'ai c'est pas vrai. de bêtises. Donc, j'aurais tendance, là, c'est chaud. Mais je crois, ouais, parce qu'on parle vraiment de plafond pour moi, ça se joue entre Patrick et Baki. Ouais, écoute, ouais. C'est vraiment celui qui va atteindre le plus haut niveau à un moment de sa carrière. Donc, si tu les 4 prennent leur retraite, qui a atteint le meilleur ranking ou qui a atteint le Mm. meilleur classement à l'UFC? Euh, ouais, Baki ouais, je sais pas. En fait, pour l'instant, je me dis les profils spécialistes, ça fonctionne assez bien. Je Ouais. donnerais peut-être un léger avantage à Patrick, mais je suis aussi biaisé parce que c'est le seul Belge de la liste. Ouais, mais écoute, moi je mettrais quand même un avantage à Baki Shamsudinov, uniquement s'il fait les adaptations sur ses contrôles au sol. Mhm. S'il va faire deux, trois, 2-3 ans au Daghestan ou quelques cours le vendredi matin chez moi. Comme tu l'avais dit. Ouais. Non, après voilà, par rapport à Mais l'entourage, il si- semblait partir vers Nicolas Hoth. Donc c'est vrai que Nicolas Hoth, pour l'instant, il fait des merveilles à reprendre des combattants qui ont déjà un niveau et à vraiment perfectionner ah et ouais. peaufiner leur jeu. Donc par rapport à ça, je pense qu'il Si, y a beaucoup d'espoir à avoir sur le futur de Baki. si demain il se concentre quasi que sur son contrôle de sol, sur son grand end pound pour que ce soit vraiment efficace, tu vois. Je sais pas, il va s'entraîner avec Arman par exemple, tu vois, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais il est capable de contrôler, le gars il bouge plus au sol, il se fait taper là-dessus et je mise beaucoup plus sur Baki, clairement. Ouais, donc à l'heure actuelle, ce serait Baki, Abirora, Zebo, Tandia. Ouais, 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 Mais ça peut dans ce changer, sens-là. parce que voilà, pour moi, Tandia, c'est un peu tôt pour avoir la discussion. À une prestation près ou 2 prestations près, il pourrait me convaincre et dépasser l'un ou l'autre. Ouais, et ça pourrait changer parce qu'on pourrait avoir un Zebo qui continue à exploser un petit peu sur les réseaux, tu vois, et qui commence à obtenir une notoriété qui lui donnerait un chemin un peu plus facile s'il signe à l'UFC. Ouais, ou alors un certain type de progression. Je pense qu'il progresse, tu vois, il progresse, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que Zebo, il a un certain plafond de verre technique qui va être difficile à percer et que les éléments externes, genre athlétisme, cardio, mental, Mm. ça risque d'avoir une limite
assez sèche, Ouais, peut-être c'est top vrai. 20 UFC dans cette division, qui plus est. Alors que les autres ont peut-être moins ce plafond de verre technique, mais ils n'ont pas non plus certains attributs que Zebo a. Donc, ouais, le débat est intéressant. Très intéressé par avoir l'avis de notre communauté là, sur cette très bonne question. Merci Brian. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Petite discussion à Oui, on a fait provision le tour, je pense. assez sympathique. Allez, les amis, merci, à très vite. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.